Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de notre rapport intitulé Coronavirus au Sénégal, l'apport du numérique dans le plan de réponse nationale. Donc vous êtes avec M. Lo Baraka, data analyst, et nous avons donc fait une étude sur le coronavirus en nous basant sur les données qui sont publiées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal a enregistré son premier cas de coronavirus depuis le 27 février 2020. Alors que des recherches sont en train d'être faites dans le plan international, l'État du Sénégal a mis en place un certain nombre de mesures visant à ralentir et à arrêter la propagation du coronavirus. Ainsi, nous, en tant que jeunes du pays, en tant que data analyst, nous avons jugé nécessaire d'apporter notre pierre à l'édifice en vue de participer à la lutte contre ce fléau qui ravage le monde. Je m'en vais directement vous faire la présentation du document dans lequel vous avez deux grandes parties. La première partie vise à faire la modélisation mathématique des phénomènes de propagation. Et nous, dans notre cas d'étude, nous allons voir le modèle SIR, que l'on appelle le modèle Suspected Infected and Recovered. C'est-à-dire que c'est un modèle qui divise la population en des compartiments et qui étudie suivant des paramètres quelle est la chance et quelle est la durée susceptible ou bien la durée probable pour qu'une personne passe d'un compartiment à un autre. Voilà. Ensuite, nous ferons une présentation sur les résultats numériques à l'aide de graphes qu'on aura à interpréter. Voilà. Comme je le disais tantôt, la modélisation mathématique est un système qui permet de voir, suivant un certain nombre de paramètres, comment une population qui a été subdivisée en compartiments va évoluer. Dans notre cas, il y a ce qu'on appelle le modèle SIR. Le modèle SIR, c'est un modèle qui étudie un phénomène de propagation, que ce soit une maladie infectieuse, que ce soit un virus informatique, ou bien que ce soit une rumeur ou plus généralement une information. Voilà, ainsi dans le contexte de la propagation du Covid-19, nous avons jugé nécessaire de travailler avec le modèle SIR. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est un modèle qui subdivise la population à trois grandes parties. La partie des personnes susceptibles d'être atteintes par le virus, la partie des personnes qui sont déjà infectées et un troisième compartiment qui va regrouper l'ensemble des personnes qui sont guéries. Voilà. Les modèles compartimentaux supposent d'une part que les individus sont susceptibles de se rapprocher aléatoirement. Ils caractérisent le processus de diffusion à travers l'évolution de la taille de chaque compartiment dans le temps, à l'aide de ce qu'on appelle des équations différentielles. Donc nous, on va se concentrer sur l'aspect temporel de la diffusion du coronavirus. Et c'est cela qui va nous permettre d'estimer comment un nombre d'individus dans chaque compartiment varie au cours du temps. Voilà, on va faire la présentation du modèle. C'est un modèle qui est subdivisé ainsi. Donc vous voyez que là, on a le compartiment des personnes susceptibles. Une personne susceptible peut passer de ce compartiment à un autre compartiment qu'on appelle le compartiment des infectés. Et ça, c'est suivant un paramètre qu'on appelle le paramètre bêta. Et ce paramètre bêta-là est relié à ce qu'on appelle la contagiosité du virus. Et il dépend de plusieurs sous-paramètres qui sont déterminés spécifiquement pour chaque région et qui est spécifique aussi pour chaque type de population. Donc la contagiosité d'un virus diffère d'une région à une autre, ça diffère aussi d'une population à une autre. Ainsi, les personnes qui sont déjà infectées aussi
peut passer donc de ce compartiment à ce qu'on appelle le compartiment donc des personnes guéries. Et cela aussi, c'est suivant un autre paramètre que l'on appelle donc le paramètre gamma. Et ce paramètre gamma-là, il fait allusion donc, à la capacité donc, de guérison donc, du virus. C'est-à-dire que quelle est donc la rapidité avec laquelle le virus guérit. Et cela aussi, c'est suivant donc, des sous-paramètres qui seront donc déterminés d'une population à une autre, d'une région à une autre aussi. Donc, en résumé, retenez bien que donc, le paramètre bêta est un paramètre contrôlant à quel point la maladie est transmissible par exposition. Le paramètre gamma, donc c'est sera donc un ensemble de paramètres qui nous permettra donc qui nous permettra donc de déterminer à quel point la maladie peut être guérie dans une période spécifique. Et il y a un autre donc paramètre très important qu'on appelle le paramètre R0, qui représente essentiellement une mesure de contagiosité donc, du virus. C'est-à-dire qu'on va supposer qu'en un instant T0, quel compartiment donc, des personnes donc, susceptibles peuvent avoir donc, la maladie. Donc, il faut savoir que donc, ce paramètre-là est très important parce que plus donc, le paramètre R0 est important, plus donc, le risque que la maladie se propage rapidement donc, est élevé. Voilà donc la modélisation mathématique donc, qui a été faite. Il existe plusieurs modèles mathématiques donc, de propagation, mais nous avons jugé donc de travailler avec ce modèle-là parce que nous savons déjà qu'au Sénégal, on a donc ce qu'on appelle donc, la transmission communautaire. Et avec cette transmission communautaire-là, on ne peut pas déterminer donc, de façon exclusive quel compartiment donc, de la population, la localisation exacte donc, du virus. Donc c'est la raison pour laquelle donc, ce modèle donc, SIR peut être donc d'une grande importance pour prédire donc, le nombre de cas qu'on aura par exemple au cours du temps. Et ça, ce sera donc suivant donc, des paramètres qui seront étudiés bientôt. Donc là, je vais donc directement passer. Donc là, c'est donc en fait la figure qui montre la propagation donc, du coronavirus en fonction des différents paramètres du modèle. Donc voilà, là, on a supposé que donc, le paramètre R0 est de 2,5, donc gamma qui est de 0,2, bêta qui est de 0,2 et gamma qui est de 0,08. Mais là, donc, on ne va pas trop retarder donc, sur cet aspect-là, parce qu'on aura donc à le réétudier d'un coup, spécifiquement pour le cas du Sénégal. Donc là, je vais directement passer, donc pour être beaucoup plus pratique, en fait, aux résultats numériques et aux prédictions. Voilà, donc comme je vous l'ai dit donc, tout à l'heure, donc suivant donc chaque niveau donc, de compartiment, il y a donc des mesures qui sont prises. Et ces mesures-là permettent de déterminer l'allure des courbes donc, de propagation. C'est-à-dire que suivant donc les mesures qui sont prises, comment est-ce que donc le compartiment numéro 1 évolue? Comment est-ce que le compartiment numéro 2 va évoluer et comment est-ce que le compartiment numéro 3 va aussi évoluer? Donc, on voit que donc, si aucune mesure n'est prise, donc en fait, les courbes de propagation donc, prennent donc ce qu'on appelle une allure exponentielle. Et c'est ce qui a été donc, observé avec le coronavirus. Mais on ne va pas revenir, on ne va pas trop s'attarder donc, sur les modèles mathématiques. Parce que donc on est en train donc de travailler avec d'autres personnes donc dans ce cadre-là et on aura donc à revenir donc sur certains de ces points-là. Voilà, donc on va juste donc dire en conclusion que voilà donc la situation actuelle donc au Sénégal. Il faut donc subdiviser la population en 3 compartiments et voir par rapport à nos réalités socio-économiques, par rapport à la mobilité urbaine, par rapport à ce qu'on appelle l'activité de la population. Quelle valeur va avoir donc le paramètre bêta qui permettra de déterminer au cours du temps les personnes suspectées, combien il y en aura-t-il qui vont atteindre donc les personnes infectées. Et par rapport aussi aux mesures qui sont prises par l'État du Sénégal, combien donc de personnes pourront en un temps déterminé quitter ces compartiments donc des personnes infectées pour rejoindre le compartiment donc des personnes guéries une fois qu'on aura un rush ou bien une fois que
le nombre donc, de personnes infectées va augmenter. Voilà, donc, et là, donc, vous pouvez donc retrouver en référence donc, le modèle qu'on a eu à choisir, donc, avec lequel donc, nous remercions donc, M. Ndiaïdia, donc, un ami donc, avec qui on a travaillé donc, sur ce modèle. Voilà, maintenant, donc, on va passer à la partie la plus importante, c'est-à-dire la présentation donc, de l'évolution de la situation depuis l'apparition au Sénégal. Donc là, je vais donc venir directement vous faire donc l'interprétation donc, de ces cours. Donc là, vous voyez que donc, il y a donc une certaine dynamisme au niveau donc, de ces graphes-là. Donc là, vous avez donc la date, c'est-à-dire donc depuis le 27 avril jusqu'au 2020 jusqu'au 18 avril 2020, 27 février, excusez-moi, jusqu'au 18 avril 2020. Le Sénégal a enregistré donc 35% donc de la contamination donc sont donc de type communautaire. Donc 24% est de type importé et 65% est de type contact. Et là, vous voyez que donc, les cas importés ont été maîtrisés. Donc là, ça ne pose plus de problème. Donc les cas communautaires actuellement nous posent un très très grand problème parce que un cas communautaire est beaucoup plus dangereux, moi d'après ce que je dis tout le temps, donc est beaucoup plus dangereux que 100 cas donc, contact suivi. Parce qu'au moins là on a une idée donc de la localisation donc, du virus. Donc les mesures qui sont prises deviennent donc très donc, utiles donc, pour combattre donc, ce virus-là. Par contre, une fois que donc, le cas donc, est éparpillé donc, dans la nature, donc les mesures donc, qui sont prises peuvent ne pas avoir un certain donc, retour donc, positif donc, dans le cadre de la lutte. Raison pour laquelle il faudrait que l'on revoie donc l'orientation donc des ressources donc par rapport au cas communautaire. Et là, vous voyez que donc là, on a donc 350 cas donc, qui ont été déclarés positifs depuis le début. 35 cas sont communautaires, 84 donc, des cas sont importés et 229 donc, sont des cas contact suivis. Et là, donc, on a donc 211 personnes qui s'en sont sorties guéries. Et là, donc, Dieu merci, on prie que cela augmente davantage. Là, donc, je reviens donc au niveau donc, de ces figures-là. Là, vous voyez que donc, le taux de contamination par rapport au taux testé est de, donc, on a donc 7,81% donc, des tests qui nous reviennent donc positifs. Voilà. Mais il ne faut pas donc voir donc, cet aspect-là. Ce qui est important, c'est de voir combien de personnes sont testées et quel compartiment aussi de la population est testé. Parce qu'une fois que donc, les cas communautaires donc, ont commencé, là, faire les tests uniquement sur les personnes qui sont des cas contacts suivis peut avoir une certaine, donc peut montrer ses limites. Donc voilà donc la raison pour laquelle c'est bien donc nous trouvons que donc, le taux donc, de personnes testées positives est faible, mais néanmoins il faudrait donc relativiser cela. Et là donc on voit que donc on a donc un taux global donc de guérison qui est vraiment donc un excellent taux de guérison. Qui est donc de 60% donc de 60% donc de nos cas donc, qui sont guéris. Et là, donc, on a donc 39,9% donc, qui regroupe l'ensemble des cas actifs et l'ensemble donc, des cas qui sont morts. Et là aussi, donc, l'interprétation que nous en ferons, c'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose. Donc, le taux de guérison fait partie donc, des paramètres peut être donc assimilé au paramètre gamma, c'est-à-dire le paramètre qui contrôle comment la maladie est traitée. Et ça aussi, il y a des sous-paramètres, c'est-à-dire le nombre donc, de cas recensés au niveau d'un pays influe donc sur le taux de guérison. Raison pour laquelle avoir 100 cas et pouvoir les traiter, donc ce taux-là sera en fait de façon logique différent si on avait donc 1000 ou 2000 cas, parce que le plateau médical va devenir donc un sous-paramètre qui détermine donc cette capacité donc, de guérison-là. Donc là, on reviendra donc sur cet aspect donc, dans les autres cas, parce qu'il y a une partie où on a donc traité cela. Donc là, on voit qu'on a donc 4483 personnes qui ont été testées donc, depuis le début. Là aussi, donc, il faut relativiser pour voir que donc, sur une population donc, de 16 millions d'habitants, donc tester donc 4483 personnes peut vous sembler petit, mais par contre, ça peut ne pas être petit. Parce qu'il faut voir que les tests sont ciblés sur ce qu'on appelle donc les personnes contact suivies.
Donc, ça sont les informations qu'on a eu à voir donc, avec nos amis médecins qui nous disent comment donc les tests sont faits donc, et comment quelle population donc, est testée par rapport au coronavirus. Donc là, il faut retenir donc de façon globale qu'on a donc des taux qui sont vraiment acceptables par rapport comparé à d'autres pays. Et là, donc, nous félicitons réellement donc, le personnel médical qui sont en train donc, de faire un excellent travail. Et là, donc, on va voir donc, au niveau de ces graphes-là, euh, en fait, on va voir donc l'évolution donc, du coronavirus avec le temps. Vous voyez que on a donc la courbe donc, orange qui montre l'évolution donc, du nombre de personnes qui sont testées au jour. Donc là, on voit que donc, ça évolue, donc ça a évolué donc, depuis que donc, les gens sont en train donc, de dire que les tests sont petits et qu'est-ce qui prouve que l'on ne peut pas faire donc, les tests massifs. Donc, et là, donc, ce sera donc, aux personnes donc, du ministère de la Santé de répondre à cela. Ça dépend aussi de plusieurs paramètres, ça dépend donc de nos capacités donc, de test et ça dépend aussi de l'importance et en fait, de la pertinence même des tests qui sont faits. Donc, il faut donc il faut maîtriser l'ensemble de ces paramètres-là pour pouvoir voir cela. Mais par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir donc le taux journalier des contaminés par rapport aux testés. Et là, on voit qu'on a, au début, on a donc au mois d'avril, on a un taux de 7,69 des cas testés qui reviennent en fait le premier jour donc, du mois d'avril. Donc ça a évolué, donc ça a diminué, ça a évolué. Donc, et là, on voit que notre taux global de test est entre 10 et 2%, 10 et 1,92%. Ce qui suppose que, en fonction donc des nombres de testés, donc ça détermine donc le nombre donc, de cas contaminés qui est confirmé. Et ça a une très grande importance parce que du point de vue statistique plutôt, il faut différencier donc les taux globaux et les taux donc individuels. C'est-à-dire la capacité donc de tests et le pourcentage donc de tests positifs par jour en fait, a une certaine donc, signification. Et la capacité aussi donc, de test global aussi a une signification. Ça veut dire qu'il faut donc étudier donc, le comportement donc, de cette évolution-là au cours du temps et ne pas tenir en compte uniquement donc, le taux global donc, de test. Voilà, donc, et ça c'est important parce que dans la suite, c'est ça qui nous permettra de voir la relation qu'il y a entre le nombre de personnes qui sont déclarées positives et le nombre de personnes et le nombre de personnes qui sont testées au cours donc, du temps. Là, je vais aussi donc parler donc du taux de guérison journalier. Il faut voir que au début donc notre taux de guérison était vraiment très fort parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de monde. Donc voilà, ça se comprend. Mais au fur et à mesure qu'on passe, on voit que donc la courbe donc des personnes donc guéries prend une certaine signification. Mais ce qui nous inquiète un tout petit peu, c'est depuis le 12 mars, donc ça a commencé donc à baisser, ça a commencé à baisser, ça a commencé à baisser. Donc espérons que donc ça va donc remonter dans le temps. Donc l'interprétation qu'il faut faire donc au niveau donc du taux de guérison, c'est-à-dire que le taux de guérison dépend donc de différents paramètres. Ça dépend donc du processus donc, médical qui est utilisé. L'utilisation donc, de la chloroquine donc, a un impact très positif. Donc, on l'a vu avec donc, le professeur Raoul qui a eu à expliquer vraiment comment donc l'utilisation de la chloroquine a aidé donc le personnel de santé à atteindre donc, un taux de guérison plus ou moins donc élevé. Mais là, donc, dans le cas du Sénégal, il faut aussi relativiser cela. C'est-à-dire que notre plateau médical a une certaine capacité. La capacité de notre plateau médical nous permet d'atteindre ces taux de guérison qui sont bien donc, comparés à d'autres pays. Mais il faut voir aussi, et c'est parce que le Sénégal déclare le moins donc, de cas positifs par rapport à ces pays-là. Mais par contre, il faut se poser la question, quel sera donc notre taux de guérison une fois qu'on aura atteint un certain nombre donc, de maladies, un certain nombre de malades contaminés?
Et là, c'est la raison pour laquelle j'aimerais attirer l'attention donc, de la population pour leur dire de ne pas trop se fier sur donc, le taux de guérison que le Sénégal est en train d'enregistrer. Plutôt se concentrer et plutôt donc voir au cas où on va atteindre donc le rush, est-ce qu'on aura donc ce taux de guérison-là? Et là, dites-vous bien que non, ça va impérativement diminuer. Raison pour laquelle j'invite donc l'ensemble de la population à respecter donc les mesures de confinement, à respecter aussi les mesures donc, qui sont édictées par nos autorités étatiques, surtout les mesures donc, de barrière, les mesures sanitaires. On reviendra donc sur un autre aspect, sur la mesure de confinement, donc, qui reste relativement donc, discutable d'une région à une autre. Quelle est la pertinence donc, de cette mesure donc, de confinement donc, d'une région à une autre? Parce que c'est là aussi on voudrait donc, orienter donc, nos études. L'objectif général, c'est d'arriver à montrer que l'ensemble des mesures qui sont prises sont des mesures qui peuvent ne pas être saluées. Mais par contre, quelle est leur pertinence donc, pour le Sénégal? Quelle est leur pertinence donc d'une région à une autre? C'est la raison pour laquelle donc, on s'est posé un certain nombre de questions, c'est-à-dire quelle relation mathématique existe déjà entre les deux critères, c'est-à-dire le nombre de cas le nombre de cas qui est déclaré et le nombre de cas, donc, le nombre de cas qui est testé et le nombre de cas qui devient positif. Et quelles mesures d'orientation donc, des ressources du personnel suivant nos capacités médicales en fonction donc, des localités touchées. Là, pourquoi on s'est posé cette question-là? Parce que nous, on fait donc des études donc, statistiques, c'est-à-dire que nous nous basons donc sur les données pour prédire, en fait, pour prédire donc, des résultats. Donc, et là, d'après les remarques qu'on a eues et que tout le monde a eues, donc, c'est qu'il y a donc une très forte corrélation entre le nombre de cas qui est testé et le nombre de cas donc, qui revient positif ou bien négatif. Et là, ça se comprend réellement, donc, parce qu'on n'a pas besoin donc, de chercher, donc d'être un très grand informaticien pour voir, ou bien un très grand mathématicien pour comprendre cela. Mais quelle est la raison pour laquelle on devrait donc se poser cette question-là? C'est-à-dire, quelle doit être la mesure étatique donc, dans le cadre donc, de l'élargissement donc, des tests? Parce que là, on a vu qu'on a une très forte corrélation. Là, c'est la droite donc, de régression qui montre la corrélation qu'il y a entre le nombre de personnes testées et le nombre donc, de personnes qui deviennent négatives. On voit qu'ils sont extrêmement très corrélés. Et là, par rapport aux personnes qui reviennent donc positives, on voit que la corrélation n'est pas aussi forte que cela, mais il y a un rapport, il y a un lien entre le nombre de personnes testées positives et le nombre de personnes testées et le nombre de tests, le nombre de tests qui est réalisé par jour. Et pourquoi c'est important donc de voir qu'il y a une corrélation par rapport à ces deux critères? On a cherché donc à faire donc la corrélation qui existe entre le nombre de cas communautaires et le nombre de cas qui est testé. Il n'y a pas donc de corrélation donc, qui a été trouvée entre ces deux critères-là. De la même façon, il n'y a pas donc de corrélation qui puisse être vérifiée mathématiquement entre le nombre de personnes déclarées comme étant des cas contacts suivis et le nombre donc total de cas testés. Mais la seule corrélation qui existe par rapport aux données qu'on a pu recueillir plutôt, c'est le nombre de cas positifs et le nombre de cas qui est testé par jour. Et là, vous voyez que ça a une certaine donc, évolutivité au fur et à mesure donc, que les tests sont réalisés. Vous voyez que là, la corrélation, elle était donc entre la date du 27 février et la date du 2 avril, la corrélation était moins forte. Donc, autant on avance dans le temps, autant on arrive à voir la corrélation qui existe entre les différentes données qui sont données par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Là, vous voyez que donc là, on est à entre la date du 27 février et la date du 16 avril. La corrélation était moins forte que cela parce qu'on n'avait pas assez de données pour justifier cela. Mais là, tenez-vous bien, j'ai vous dit donc la corrélation depuis donc le mois d'avril. Donc depuis le mois d'avril, là on voit que la corrélation commence donc à prendre donc plus donc de signification, parce que là on voit que depuis le mois d'avril, entre la période du 1er au 18 avril,
quand on a une hausse donc de 4,89% donc des cas positifs, cela veut dire qu'on a eu donc une augmentation de 3,25 unités au niveau donc des cas qui sont testés. Autrement dit, à chaque fois qu'on augmente 3,25 unités au niveau donc des cas testés, on va noter 4,89% des cas qui sont déclarés positifs. Et là, en fait, ce sont des calculs mathématiques qui se font derrière et qui arrivent donc à justifier cela. Donc là, je l'ai dit donc dans le rapport, en termes simples, 100% donc de cas testés entraîne une augmentation de 87% donc des cas positifs. Voilà, donc, et là, c'est une étude donc sur l'ensemble donc sur la date, sur l'ensemble, en fait, c'est une étude qui se base sur les données établies depuis le 27 et le 18 avril. Il faut savoir aussi que cette corrélation-là n'est pas une chose qui est définie donc sur un seul point. C'est un ensemble donc de points que nous étudions pour trouver donc cette corrélation qui existe. Voilà. Donc en termes simples, moi je trouve que donc la question qu'il faut se poser, c'est comment, par rapport aux données qui sont données, le nombre total donc de tests doivent donc être augmenté. C'est-à-dire que essayer de voir par rapport à nos moyens comment recibler encore la population à tester, comment surtout augmenter donc les tests et comment impliquer la population en fait, à s'auto-tester, ce qui est donc très important parce que nous savons que donc nos relations, nos comportements socio-culturels des fois peuvent nous pousser à une certaine crainte donc en fait d'aller se faire tester donc contre le coronavirus. Et là, une fois que la population est au courant de cela, cela peut les pousser à bon, pas à s'auto-tester, mais à aller donc se faire tester. Voilà, donc là, donc on a pu donc justifier cela. Donc là, ce qui est important maintenant, c'est de voir l'évolution donc de la transmission par type. Donc, et là, il faut voir donc qu'uniquement au mois de mars, on avait donc la courbe donc des cas importés qui était vraiment donc le problème majeur. Et Dieu soit loué, donc on a réussi donc à localiser donc ces cas contacts et ces cas importés, il n'y en a plus. Mais là, il faut voir qu'un autre problème, un autre problème donc, vient donc de se faire remarquer. C'est-à-dire que vous voyez que depuis le mois d'avril, les cas communautaires donc, deviennent donc notre principale préoccupation. Et le ministre donc, de la Santé l'a si bien dit, il faut donc que l'on soit avisé donc, des risques qui sont liés à ces cas communautaires-là. Et que l'État, de la même façon que la population, puisse prendre ses responsabilités pour savoir que d'un moment à un autre, on peut se retrouver avec un rush donc des cas qui sont déclarés. Et là, quelles doivent être donc les mesures? Parce que par rapport au modèle mathématique qui a été donné, là je dis que donc, sachant que R0 est supérieur au nombre de personnes dans une population sensible à laquelle une seule personne infectée propagera la maladie au cours de son infection, en moyenne, une personne infectée contamine plus d'une personne. Si aucune mesure ferme n'est prise, la maladie se propagera de plus en plus. Avec les mesures de riposte, par contre, on a donc la chance donc, de ralentir la vitesse de propagation. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quelle stratégie et mesures additionnelles pour ralentir la vitesse de propagation de la transmission communautaire? Il n'y a pas donc en fait de miracle face à cela. Là, il s'agira donc pour nous de voir au niveau donc de chaque région quelles doivent être donc les mesures donc pour ralentir cela. Et là, ça dépend donc dépend donc de différents critères. Là, on revient donc aux critères donc bêta qui définit donc la contagiosité donc du virus. Et là, ce qui est important, c'est que c'est ça qui nous permettra de voir par rapport à la mobilité urbaine, par rapport aussi au taux d'activité de la population, par rapport au taux donc, de chômage d'une région à une autre, quelles sont donc les zones à risque à déterminer actuellement? C'est-à-dire qu'il faut donc prendre en paramètre donc, en fait, ces différents critères-là et déterminer donc déjà les zones à risque donc, de transmission communautaire. Ensuite, mettre donc les dispositions nécessaires dans ces zones-là. Et là, il s'agira donc de faire
une étude basée donc sur les données donc de l'État en termes donc de mobilité urbaine, en termes de taux d'activité de la population, en termes de taux de chômage de la population et en termes donc de disponibilité de ressources médicales dans chaque région donnée. Et là, comme je l'ai dit, notre idée à nous, c'est-à-dire, il faudrait donc que l'on commence dès à présent à réfléchir sur les mesures spécifiques donc de riposte pour chaque région donnée, pour chaque département donné aussi. Voilà. Là, bon, j'ai eu à faire donc la répartition donc des cas positifs par rapport à la population totale des régions qui sont touchées. Ce qui est important dans cette graphe-là, c'est de voir quelles seront donc les priorités au cas où donc le rush sera atteint. On ne le souhaite pas, mais il faut se poser ces questions-là. Là, moi, je vois que 64,31% donc des cas contaminés sont à Dakar. Et pourtant, Dakar représente 51,22% donc de la population totale de l'ensemble des régions qui sont touchées. De la même façon, Thiès représente 7,67% donc des cas qui sont confirmés et 14,06% des personnes de la population totale de l'ensemble des personnes touchées. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, il faut faire donc une étude qui permettra donc de déterminer, en fonction donc d'une région donnée, par rapport au taux donc de contamination et par rapport au taux donc de la par rapport à sa population aussi, quelles urgences donner à telle ou telle région. Et là, je crois que donc c'est une chose donc qui est compréhensible parce que le plan de riposte aussi est un plan donc de riposte normal. Donc la façon de distribuer donc les kits, la façon donc de distribuer donc de répartir donc le personnel médical même, cette question-là se pose parce que pour est-ce qu'il serait donc opportun de garder donc dans nos régions ou bien de garder donc à l'intérieur du pays dans les zones rurales où le risque de contamination est moins faible dans ces zones-là que dans la zone urbaine. Est-ce qu'il serait opportun de laisser le personnel médical dans ces zones-là? Et donc là, une question se pose, et ce ne sera pas à nous donc de répondre à ces questions-là, mais c'est au ministère donc de la Santé de revoir cet aspect-là, la répartition même donc du personnel médical. Et je sais qu'ils sont en train donc de faire cela, mais les données qui sont recueillies peuvent les aider à déterminer donc suivant l'urgence quelle zone on doit donc réorienter donc le personnel médical. Et là, donc, on l'a dit, donc, la question à se poser, c'est-à-dire, on voit que la population de Dakar qui représente 51,22% de la population totale des régions touchées et 64,37% donc des cas contaminés. Donc, quelle stratégie et mesures de riposte spécifiques pour chaque région? Toutefois, nous souhaitons, donc, nous saluons plutôt l'ensemble des mesures de riposte qui ont été prises, à savoir donc l'arrêt donc de la circulation interrégionale, le couvre-feu, donc qui reste un tout petit peu discutable par ailleurs, la distribution donc des kits donc des kits sanitaires. Et voilà donc en fonction donc des données là, il faudrait donc revoir la priorité par rapport aux mesures donc de riposte pour chaque région. Voilà. Donc, et ce qui permet donc de déterminer donc ce paramètre alpha là, c'est-à-dire ce sont ces indicateurs là qu'on a mis ici. Donc là, il faut voir que la contagiosité donc du virus est liée à la fréquentation donc des personnes qui peuvent se toucher donc de façon aléatoire. Et là, ce qui est important, c'est que en fait, c'est d'étudier le taux d'activité de la population régionale. Là, moi, je vois que la population de Dakar est de, donc, bon, disons donc 33,99% de la population est une population active à Dakar. 33,99% par rapport à l'ensemble donc, des régions qui sont touchées. Et là, on voit que donc à Ziguinchor, là, c'est pas la même chose parce que à Ziguinchor, c'est 55,72% de la population qui est active. À Tambacounda, on voit que c'est 700 621 personnes de la population qui est une population active. Et là sont les données donc, recueillies donc, à travers donc, les sites officiels donc, de l'État. Et c'est ça qui permet aussi de déterminer
donc d'une région à une autre, quelle est donc la chance que la population susceptible attrape donc le virus? Bon, on va continuer. Donc là il s'agissait donc de déterminer donc les paramètres qui jouent sur la contagiosité même du virus. C'est-à-dire que comment, à travers donc notre modèle mathématique, le compartiment donc des personnes suspectées peut passer donc du compartiment des personnes infectées en maîtrisant ou bien en étudiant donc ces critères-là. Bien évidemment, ce sont des indicateurs qui peuvent, qui diffèrent d'une région à une autre, mais sont aussi des indicateurs qui peuvent être revus. Par contre, d'après l'étude qu'on a faite, moi je me dis que donc la contagion donc, du virus dépend donc de l'interaction sociale qu'il y a donc dans une population donnée. Et ça, elle est bien déterminée par le taux d'occupation donc, de la population, le taux d'activité de la population, l'âge de la population. Et il y a aussi un autre paramètre qui est très important, c'est-à-dire de voir le pourcentage donc, des personnes donc, qui ont accès aux méthodes donc, de traitement appropriées. Et là, ce paramètre-là va jouer au niveau donc, du paramètre gamma qui détermine quelle est donc la capacité donc, d'une population donnée à passer donc, des personnes infectées aux personnes qui sont guéries. Et là, il faut jouer en fonction donc, des pourcentages, de ménages ayant accès aux méthodes de traitement appropriées dans une région pour déterminer, suivant donc le temps, au cas où donc, on a donc tant donc, de personnes qui sont infectées, on peut s'attendre à tant de ménages qui seront guéris en un temps donné. Et ce, en compilant un ensemble donc, de paramètres. Donc, voilà en gros donc, l'étude qui a été faite. Bon, c'est une étude donc, de visualisation, c'est une étude aussi d'analyse, mais par contre, c'est une étude aussi qui doit nous pousser à la réflexion parce que dites-vous bien que du moment où la transmission communautaire a commencé, donc la durée donc, de vie donc, du coronavirus au Sénégal va augmenter. Donc, et ce n'est pas une lutte qui se gagne du jour au lendemain. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je ne suis pas touché que je ne suis pas susceptible d'être touché dans 2 mois. Et tant qu'il y a un cas communautaire dans le pays, il y a donc autant de chances que toute la population soit contaminée si aucune mesure n'est prise. Et avec des mesures déjà prises, dites-vous qu'il y a une chance que la population donc, puisse attraper donc, le virus donc, dans le futur. Raison pour laquelle j'exhorte plutôt la population sénégalaise à prendre conscience des risques qui sont liés aux méthodes donc, de propagation et surtout de respecter donc les mesures sanitaires, les mesures barrières. Ceci est une vidéo qui nous permet donc de voir d'abord que l'évolution donc, du coronavirus au Sénégal peut être maîtrisée en étudiant donc des paramètres qui doivent être établis par l'État. De l'autre côté, l'étude est orientée à la population qui doit voir qu'il y a donc des risques réels donc, de contamination par rapport à la zone dans laquelle vous vous trouvez. Dites-vous bien que quand vous vous trouvez dans une zone à haute activité, vous avez plus de chances de rattraper le virus que quelqu'un qui se trouve donc dans une zone rurale. Dites-vous bien que quand vous fréquentez plus, donc votre temps de fréquentation donc, du marché augmente, vous avez donc beaucoup plus de chances d'attraper donc, le virus. Dites-vous bien que quand vous vous trouvez dans une zone où le pourcentage donc, de ménages qui ont accès aux soins appropriés est élevé, au cas où il y aura donc des problèmes, vous pouvez être donc de chanceux donc que votre chance donc de guérir augmente. Mais cela reste toujours donc relatif et il faut donc vraiment donc prendre les dispositions nécessaires donc pour s'en sortir. Et là donc voilà donc les régions qui sont actuellement touchées par le coronavirus. Donc nous souhaitons que cela diminue par la grâce de Dieu. Donc à Dakar, donc 3,61% donc, de la population. Donc c'est suivant aussi donc les zones
les zones où se trouve donc la population. Ce n'est pas donc la population totale donc de la région, mais nous ciblons la localité où le coronavirus en fait, a été déclaré et que nous faisons donc la somme de l'ensemble donc de ces localités-là. En gros, donc ça a été donc l'étude. Voilà donc les questions qu'on a eu à se poser. Nous prévoyons donc de faire un autre rapport qui permettra donc de répondre de façon plus pratique sur l'ensemble de ces questions-là et de façon donc plus objective donc afin donc de vous aider à la prise donc, de décision au niveau de la localité où vous vous trouvez. Donc c'est un réel plaisir donc d'avoir partagé cette étude avec vous. Juste donc pour vous dire que les mesures phares qui doivent être prises donc par les autorités rentrent donc dans une riposte spécifique donc pour chaque région, pour chaque département, en fonction donc des indicateurs qui permettent de voir l'activité de la population, l'inactivité de la population, le taux de chômage, la densité, la population qui utilise donc les méthodes de traitement appropriées, le milieu, que ce soit rural ou bien que ce soit urbain, le tranche d'âge qui domine au niveau de ce milieu-là. Et là, ensemble, donc, nous pourrons donc vaincre le coronavirus. Et dites-vous bien que vous, en tant que aussi population, vous avez aussi la responsabilité de voir par rapport par rapport à la région dont vous vous trouvez, par rapport au département où vous vous trouvez, comment vous pouvez mesurer votre risque d'atteindre donc d'être atteint par le coronavirus. Et c'était Monsieur Do, c'est un excellent, c'est vraiment un plaisir donc d'avoir partagé donc ce rapport avec vous. Je vous remercie, merci beaucoup.